Je m'appelle Luana Lopez Lara. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être que la version abrégée de mon histoire, la plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Mais ce titre ne dit rien. Il ne vous dit rien de mon lieu de naissance, des sacrifices que j'ai consentis, ni des années d'incertitude, de discipline et de détermination qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie telle qu'elle s'est réellement déroulée. Bonjour, je m'appelle Luana Lopez Lara. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je veux vous raconter mon histoire. Une histoire qui, je l'avoue, me surprend encore moi-même parfois. Comment une jeune fille de l'intérieur de Santa Catarina au Brésil, passionnée de danse classique, est-elle devenue la plus jeune femme milliardaire de l'histoire à avoir bâti sa propre fortune? Comment ai-je créé une entreprise qui permet au monde entier de négocier l'avenir en déplaçant des milliards de dollars? C'est une histoire d'obsession, de discipline, de rêves impossibles et de décisions difficiles. Tout a commencé à Joinville, Santa Catarina. Je suis née dans une famille où l'éducation et la rigueur étaient des valeurs fondamentales. Ma mère était professeure de mathématiques, mon père ingénieur électricien. Dès mon plus jeune âge, j'ai été entourée de chiffres, de logique, de problèmes à résoudre. Mais ce n'était pas tout. J'avais aussi une passion dévorante pour quelque chose de complètement différent, le ballet classique. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à danser à l'école de théâtre Bolshoi do Brasil. Oui, vous avez bien entendu, Bolshoi. C'est la seule école affiliée au prestigieux Bolshoi de Russie, située en dehors du pays. Une institution reconnue mondialement pour son excellence et sa rigueur absolue, autant physique qu'émotionnelle. Là-bas, on ne plaisante pas. Chaque mouvement doit être parfait. Chaque répétition est une épreuve. Vous répétez le même geste des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Ma routine était intense. Je passais des heures chaque jour à m'entraîner. Mes pieds saignaient, mes muscles me faisaient mal, mais je continuais. Pourquoi? Parce que j'aimais cette discipline. J'aimais cette quête de la perfection. J'aimais me dépasser. Le ballet m'a appris la résilience, le focus, la capacité de sacrifier le plaisir immédiat pour un objectif à long terme. Ces leçons, je ne savais pas encore, allaient devenir essentielles pour tout ce qui allait suivre. Ma vie était celle d'une danseuse professionnelle en devenir. J'ai même travaillé professionnellement en Autriche pendant un certain temps. Imaginez, une adolescente brésilienne dansant sur les grandes scènes européennes. C'était un rêve. Mais en parallèle, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une fascination pour les mathématiques et les sciences. Je me souviens, pendant mon adolescence, alors que mes collègues de danse rêvaient de spectacles et de tournées, moi, je dévorais des livres de mathématiques avancées. Je me définissais comme une nerd de mathématiques. J'adorais les patterns, les algorithmes, les probabilités, le concept de risque. J'aimais découvrir les structures invisibles qui régissent notre monde. Cette passion m'a menée à participer à des compétitions académiques. J'ai remporté une médaille d'or à l'Olympiade brésilienne d'astronomie et une médaille de bronze à l'Olympiade de mathématiques de Santa Catarina. C'était une période étrange de ma vie. D'un côté, j'étais cette danseuse disciplinée, sensible, qui vivait pour l'art. De l'autre, j'étais cette jeune scientifique assoiffée de logique et de précision. Ces deux mondes semblaient contradictoires, mais pour moi, ils se complétaient parfaitement. L'art m'apprenait la sensibilité, la science m'apprenait la structure. Ensemble, ils formaient qui j'étais vraiment. Et puis, un jour, tout a basculé. J'avais 17 ans lorsque j'ai reçu une lettre. Une lettre qui allait changer ma vie pour toujours. C'était une lettre d'acceptation du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. L'une des universités les plus prestigieuses du monde. Ils m'acceptaient pour étudier la science informatique et les mathématiques. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. J'étais dans ma chambre, tenant cette lettre entre mes mains tremblantes. Mon cœur battait si fort. D'un côté, j'avais ma carrière de danseuse qui m'attendait. De l'autre, cette opportunité incroyable d'explorer le monde des sciences et de la technologie.
C'était une décision déchirante. Le ballet avait été toute ma vie. Mes sapatillas, mes pointes, mes heures d'entraînement, mes rêves de scène, tout cela devait-il s'arrêter? Mais au fond, moi, je savais. Je savais que les mathématiques, la science, les algorithmes, c'était là que je pouvais vraiment faire une différence. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai accroché mes chaussons de danse pour la dernière fois et je me suis plongée dans les laboratoires de robotique du MIT. C'était la fin de ma trajectoire artistique en tant que danseuse. Et le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le début d'une révolution financière qui allait naître pendant mes années d'université. Le MIT a été une révélation. C'était un environnement complètement nouveau pour moi. Des laboratoires de computation, des centres de recherche en intelligence artificielle, des professeurs reconnus mondialement. J'étais entouré de génies, de visionnaires, de personnes qui voulaient changer le monde. Et c'est exactement ce que je voulais faire. C'est au MIT que j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Les marchés financiers sont inefficaces pour prédire les événements du monde réel. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des décisions financières sont motivées par des prévisions sur ce qui va se passer dans le futur. Les gens investissent en fonction de ce qu'ils pensent qui va arriver. Est-ce que l'inflation va augmenter? Est-ce que telle entreprise va réussir? Est-ce que tel candidat va gagner les élections? Toutes ces questions déterminent où les gens mettent leur argent. Mais voilà le problème. Il n'existait aucune plateforme régulée, aucune bourse officielle qui permettait aux gens ordinaires de négocier directement ces événements futurs. Il y avait des paris informels, des marchés parallèles, des modèles statistiques complexes, mais rien de direct, rien de transparent, rien d'accessible aux citoyens moyens, et c'est là que l'idée a germé. Pourquoi ne pas créer une bourse, un exchange, où les gens pourraient trader directement sur ce qui va se passer dans le futur? Pas besoin de comprendre des portefeuilles complexes, pas besoin de payer des frais exorbitants à des banques. Juste des questions simples, oui ou non. Cet événement va-t-il se produire ou non? C'est pendant cette période au MIT que j'ai rencontré Tarek Mansour. Lui aussi était fasciné par les nombres, par les marchés, par cette inefficacité criante du système financier. Nous avons commencé à discuter, à partager nos idées, et rapidement, nous sommes devenus partenaires. Ensemble, nous avons commencé à développer ce qui allait devenir Kalshi. Kalshi, un nom simple, mais qui représente quelque chose de révolutionnaire. La première bourse américaine de contrats basés sur des événements objectifs. Une plateforme où n'importe qui peut investir sur des questions comme l'inflation aux États-Unis va-t-elle augmenter le trimestre prochain? Y aura-t-il un ouragan de catégorie 3 cette année? Le taux de chômage va-t-il monter d'ici la fin de l'année? Va-t-il neiger plus de 20 cm à New York? Pour moi, prédire le futur n'était pas juste une curiosité intellectuelle, c'était un outil de stabilité économique. Si les entreprises, les gouvernements, les individus pouvaient se protéger contre des scénarios futurs, ils pourraient prendre de meilleures décisions dans le présent. Ils pourraient investir plus intelligemment. Ils pourraient gérer leurs risques plus efficacement. Je me souviens d'une expérience qui a vraiment cristallisé cette idée pour moi. C'était pendant le Brexit. Vous vous souvenez du Brexit? Quand le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne? À cette époque, j'étais à un stage dans une grande banque. Et je voyais tous ces clients appeler le desk et dire « Hey, je veux avoir une exposition au Brexit. Je veux me protéger contre le Brexit. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et la banque créait ses portefeuilles super complexes, avec plein de produits financiers différents, et les vendait à des prix exorbitants. Et je me demandais, pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà sur une bourse? Pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement trader directement sur l'événement lui-même? Si vous pensez que le Brexit va se produire, vous achetez oui. Si vous pensez qu'il ne va pas se produire, vous achetez non. C'est simple, c'est direct, c'est transparent. J'ai vu la même chose se répéter encore et encore pendant mon stage chez Bridgewater Associates, l'un des plus grands hedge funds du monde. J'ai observé comment les institutions avaient accès à des outils sophistiqués
pour se couvrir contre les risques, alors que les gens ordinaires n'avaient rien. C'était profondément injuste. C'est à ce moment-là que toutes mes idées, toutes mes observations, tous mes apprentissages se sont rassemblés. Tarek et moi avons commencé à travailler sérieusement sur Kalshi. Nous croyions vraiment que pour la première fois, les structures de croyance, les convictions avaient de la valeur. Que les résultats pouvaient être évalués correctement. Que le futur n'était pas censé être un mystère, mais un marché. Mais nous avions un énorme obstacle devant nous. Pour fonctionner légalement, Kalshi avait besoin de l'approbation de la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, l'organisme régulateur des marchés à terme aux États-Unis. Et voici le problème. Aucune entreprise dans l'histoire n'avait jamais obtenu cette autorisation pour ce type de plateforme. Quand nous avons découvert que nous ne pouvions opérer qu'avec une autorisation fédérale, Tarek et moi avons commencé à contacter des cabinets d'avocats. Nous avons frappé à la porte de plus de 40 cabinets. 40! Et vous savez ce qui s'est passé? Tous, absolument tous, ont refusé notre cas. Leur raison? Nous étions trop jeunes. Notre start-up était trop insignifiante. Le risque était trop grand. Personne ne voulait prendre le pari sur 2 étudiants qui rêvaient de révolutionner les marchés financiers. C'était décourageant, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des moments où j'ai douté, des moments où je me demandais si nous n'étions pas en train de poursuivre un rêve impossible. Mais nous avons continué, parce que nous savions que nous avions raison. Nous savions que cette idée était solide, que le besoin était réel, que le marché existait. On était bien loin. Finalement, nous avons trouvé une équipe d'avocats qui a cru en nous. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Nous avons passé des années à naviguer dans les bureaucraties, à préparer des dossiers, à présenter notre cas devant des comités, à participer à des audiences publiques, à répondre à des milliers de questions. C'était épuisant. Il y avait tellement de nuits blanches, tellement de moments de frustration. Nous devions prouver que notre système serait sécurisé, transparent, révolutionnaire. Nous devions démontrer que nous n'étions pas juste une plateforme de paris, mais un véritable outil financier qui apporterait de la valeur à l'économie. Nous devions convaincre des régulateurs sceptiques que 2 jeunes, sans expérience massive dans l'industrie, pouvaient créer quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Je me souviens de ces présentations devant la CFTC. Mon cœur battait si fort. Chaque mot comptait. Chaque argument devait être parfait. J'utilisais tout ce que le ballet m'avait appris. La discipline, la préparation, la capacité de performer sous pression. J'utilisais tout ce que le mythe m'avait enseigné. La logique, les données, l'analyse rigoureuse. Et puis, après ce qui semblait être une éternité, l'impossible s'est produit. La CFTC a approuvé Kalshi. Je n'oublierai jamais ce jour. Quand nous avons reçu la nouvelle, j'ai pleuré, Tarek et moi. Nous nous sommes regardés et nous savions que nos vies venaient de changer. Nous avions fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Nous avions convaincu l'un des régulateurs financiers les plus stricts du monde de nous donner le feu vert. Ce moment a tout changé. Kalshi s'est immédiatement différencié de toutes les autres plateformes parce que nous étions dûment approuvés, régulés, légaux. Nous n'étions pas dans une zone grise. Nous n'étions pas un marché parallèle. Nous étions une véritable bourse, reconnue par le gouvernement américain. Et les investisseurs l'ont remarqué. Les grands fonds ont commencé à nous regarder différemment. Ils ont compris que nous n'étions pas juste une start-up risquée, mais une entreprise avec un potentiel énorme. Des investisseurs renommés ont commencé à parier sur nous. L'argent a commencé à affluer. Notre croissance a été explosive. Aujourd'hui, une grande partie de l'activité sur Kalshi est concentrée dans le secteur des sports. Les gens adorent trader sur les résultats sportifs. Qui va gagner le Super Bowl? Quelle équipe va remporter le championnat NBA? Est-ce que tel joueur va marquer plus de 20 points dans le match? Ces questions génèrent des milliards de dollars de transactions chaque semaine. Mais ce n'est pas tout. Les gens utilisent aussi Kalshi pour trader sur vos événements économiques, politiques, météorologiques,
culturel. Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde utilisent notre plateforme pour investir sur le futur. Et ce qui me rend la plus fière, c'est que ce sont des gens ordinaires. Pas seulement des banquiers de Wall Street ou des gestionnaires de hedge funds. Des étudiants, des professeurs, des entrepreneurs, des retraités. Des personnes qui veulent avoir accès aux mêmes outils que les institutions financières. Parce que c'est ça, le cœur de Kalshi. L'accès démocratique. Les gens ordinaires, les entreprises quotidiennes, devraient avoir le même accès que les institutions pour se protéger contre les risques associés aux événements. La plupart du trading est basé sur des événements. Vous pensez que les taux d'intérêt vont augmenter? Vous faites ceci sur le marché boursier. Eh bien, pourquoi ne pas permettre aux gens de trader directement sur l'événement lui-même? C'était notre vision et nous l'avons réalisée. Avec l'explosion de Kalshi sur le marché global et sa croissance rapide, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma fortune personnelle a atteint des niveaux astronomiques. Je détiens environ 12% de parts dans Kalshi. Selon le New York Times, cela représente un patrimoine de plusieurs milliards de dollars. Et puis, un jour, j'ai lu un article. Un article qui disait que j'étais devenue, à 29 ans, la plus jeune femme milliardaire de l'histoire à avoir bâti sa propre fortune. J'avais dépassé des noms comme Taylor Swift, la chanteuse extraordinaire, et Lucy Guo, la fondatrice de Scale AI. Quand j'ai lu ça, je suis restée figée. Moi, la petite fille de Johnville qui dansait au Bolchoï, la nerd de mathématiques qui passait ses week-ends à résoudre des équations, cette même personne était maintenant ou milliardaire? C'était surréaliste. Mais je veux être claire sur quelque chose. J'ai pas créé Kalshi pour devenir riche. J'ai créé Kalshi parce que je voyais un problème. Une inefficacité massive dans le système financier. Et je voulais le résoudre. L'argent est arrivé comme conséquence, pas comme objectif. Ce qui me motive vraiment, c'est l'impact. Kalshi a transformé la façon dont le monde pense le risque, les statistiques, la prise de décision. Nous n'avons pas créé juste une application. Nous avons créé un marché entier, un nouveau paradigme. Aujourd'hui, des entreprises utilisent nos prévisions pour planifier leur stock. Si elles pensent qu'un ouragan va frapper une région, elles peuvent ajuster leurs inventaires en conséquence. Si elles pensent que l'inflation va augmenter, elles peuvent se protéger financièrement. Des gouvernements utilisent les données de Kalshi pour anticiper des crises. Nos marchés sont devenus un baromètre de ce que les gens collectivement pensent qu'il va se passer. Et les investisseurs? Beaucoup d'entre eux considèrent maintenant Kalshi comme une alternative plus précise que les instituts de sondage traditionnels. Pourquoi? Parce que les gens mettent leur argent où est leur conviction. Quand vous pariez avec de l'argent réel, vous êtes beaucoup plus prudent, beaucoup plus réfléchi que quand vous répondez simplement à un sondage. Un des moments dont je suis la plus fière, c'est quand CNN, l'une des plus grandes chaînes d'information du monde, a commencé à utiliser Kalshi. Ils ont intégré nos marchés de prévision dans leur rédaction globale. Nos données aident maintenant des journalistes à comprendre ce que les gens anticipent vraiment sur les événements mondiaux. C'est incroyable de voir comment notre technologie est devenue un outil pour informer le public. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui me touche profondément. Je suis devenu un symbole pour beaucoup de jeunes Brésiliens. Des gens m'écrivent tous les jours, des étudiants, des entrepreneurs, des jeunes qui rêvent grand mais qui ne savent pas si c'est possible. Ils me disent « Luana, tu nous as montré que c'est possible. Tu as montré qu'une fille de l'intérieur du Brésil peut conquérir le monde. » Et je veux leur dire « Oui, c'est possible. Absolument possible. Mais c'est pas facile. Ça demande du sacrifice, de la discipline, de la résilience. Ça demande de croire en soi quand personne d'autre ne croit. Ça demande de continuer quand tout le monde vous dit d'abandonner. Je pense souvent à mon parcours. De Joinville à Boston. Du ballet au MIT. Des zapatillas aux algorithmes. C'est un chemin qui n'avait aucun sens sur le papier, mais qui avait tout son sens pour moi. Parce que chaque expérience, chaque compétence que j'ai acquise a contribué à qui je suis aujourd'hui. Le ballet m'a appris la discipline et la persévérance. Les mathématiques m'ont appris à penser de manière structurée
et logique. Et Mythe m'a appris à rêver grand et à transformer des idées en réalité. Et ma famille m'a donné les valeurs fondamentales qui guident toutes mes décisions. L'intégrité, le travail acharné, la compassion. Aujourd'hui, je dirige la stratégie et les opérations d'une entreprise qui déplace plus d'1 milliard de dollars par semaine. C'est une responsabilité énorme. Chaque décision que je prends affecte des milliers de personnes, des millions de transactions, des milliards de dollars. Mais je ne sens pas écrasé par cette responsabilité. Je me sens honoré d'avoir cette opportunité, honoré de pouvoir faire une différence. Et nous ne faisons que commencer. Kalshi est encore jeune. Il y a tellement de choses que nous voulons faire, tellement de marchés que nous voulons créer, tellement de personnes que nous voulons servir. Notre vision est de créer un monde où tout le monde a accès aux outils pour naviguer dans l'incertitude du futur. Vous savez, quand j'avais 17 ans et que je suis allée à cette interview avec Marilia Gabriela, j'étais timide, nerveuse. On m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie et j'ai dit quelque chose comme « Je veux résoudre des problèmes difficiles ». À l'époque, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais maintenant, je comprends. Résoudre des problèmes difficiles, c'est pas seulement trouver des solutions techniques. C'est changer des systèmes. C'est défier le statu quo. C'est créer quelque chose qui n'existait pas avant et qui rend le monde meilleur. C'est exactement ce que nous faisons avec Kalshi. Et je veux que les jeunes, surtout les jeunes femmes, surtout les jeunes du Brésil et de l'Amérique latine, sachent qu'ils peuvent faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de venir d'une famille riche. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connexions puissantes. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une vision claire, d'un travail acharné et de la détermination de ne jamais abandonner. Il y aura des obstacles. Oh, je n'ai jamais abandonné. Il y aura tellement d'obstacles. Des gens qui vous diront que vous êtes trop jeune, trop inexpérimenté, trop ambitieux. Des portes qui se fermeront à votre visage. Des moments où vous voudrez tout abandonner. Mais si vous croyez vraiment en ce que vous faites, si vous savez au fond de votre cœur que vous avez raison, alors continuez. Continuez à frapper aux portes. Continuez à vous battre. Parce qu'éventuellement, une porte s'ouvrira. Et quand elle s'ouvrira, vous serez prêt. Je veux aussi parler d'une chose dont on ne parle pas assez, l'importance de l'échec. Avant Kalshi, j'ai eu des idées qui n'ont pas marché. J'ai fait des erreurs. J'ai pris des décisions que je regrette. Mais chaque échec m'a appris quelque chose. Chaque erreur m'a rendue plus forte, plus sage, plus préparée pour le succès qui allait venir. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du chemin vers le succès. Si vous n'échouez jamais, c'est que vous ne prenez pas assez de risques. C'est que vous restez dans votre zone de confort. Et rien d'extraordinaire ne se produit jamais dans la zone de confort. Quand je regarde en arrière, je vois une petite fille qui dansait des heures chaque jour, qui saignait des pieds, qui pleurait de douleur, mais qui continuait. Cette petite fille est devenue une adolescente qui résolvait des équations complexes pendant que ses amis regardaient des séries télévisées. Cette adolescente est devenue une jeune femme qui a quitté son pays, sa famille, sa langue, pour étudier dans l'une des universités les plus difficiles du monde. Et cette jeune femme est devenue quelqu'un qui a créé quelque chose qui change le monde. Mais je suis toujours la même personne. Je suis toujours cette fille de Joinville qui aime les mathématiques, qui aime résoudre des problèmes, qui croit que nous pouvons construire un monde meilleur. Kalshi représente plus qu'une entreprise pour moi. C'est la preuve que les systèmes peuvent changer, que les structures établies ne sont pas immuables, que si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez le changer. Vous pouvez créer une alternative. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau. Le système financier était fermé, opaque, accessible seulement aux élites. Nous l'avons ouvert. Nous l'avons rendu transparent. Nous l'avons rendu accessible à tous. C'est de la démocratie financière. Et je suis immensément fier de ça. Vous savez, on me demande souvent, « Luana, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné le ballet ?» Et ma réponse est toujours la même, « Non,
aucun regret. Le ballet m'a donné des cadeaux inestimables. Il m'a formé, il m'a préparé. Mais mon destin n'était pas sur une scène de théâtre. Mon destin était de créer des plateformes, des systèmes, des marchés qui permettent aux gens de prendre le contrôle de leur futur. Et c'est exactement ce que représente Kalshi. Le contrôle. Le contrôle sur l'incertitude. Le contrôle sur les risques. Le contrôle sur les décisions financières. Pendant trop longtemps, les gens ordinaires ont été dépendants de grandes institutions pour naviguer dans le futur. Maintenant, ils ont les outils pour le faire eux-mêmes. Chaque jour, je me lève et je pense à notre mission. Nous ne sommes pas juste une entreprise qui veut faire du profit. Nous sommes une entreprise qui veut transformer la façon dont l'humanité interagit avec l'avenir. Nous croyons que l'information collective a de la valeur. Nous croyons que quand les gens expriment leurs convictions avec de l'argent réel, cela crée un signal de marché extrêmement puissant et précis. Les marchés de prédiction ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis des siècles sous différentes formes. Mais ce que nous avons fait, c'est les légitimer, les réguler, les rendre accessibles et sûrs. Nous avons pris quelque chose qui existait dans l'ombre et nous l'avons amené à la lumière. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nos marchés sont souvent plus précis que les sondages traditionnels. Pourquoi? Parce que les sondages vous demandent ce que vous pensez, mais les marchés vous demandent ce que vous êtes prêt à risquer. Il y a une grande différence entre dire « je pense que tel candidat va gagner » et mettre 1000 $ sur cette conviction. L'argent concentre l'esprit. L'argent vous force à vraiment réfléchir, à analyser, à peser les probabilités. C'est pour ça que nos marchés sont si puissants. Ils agrègent non seulement les opinions, mais les convictions réelles de milliers, parfois de millions de personnes. Et cette sagesse collective, cette intelligence distribuée, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose que nous commençons seulement à comprendre. Mais je crois fermement que dans 10 ans, dans 20 ans, les marchés de prédiction seront une partie normale de notre infrastructure économique. Tout comme nous avons des marchés boursiers aujourd'hui, nous aurons des marchés d'événements. C'est inévitable. Je veux aussi parler de l'équipe que nous avons construite, parce que je n'ai pas fait ça toute seule. Loin de là, Tarek, mon cofondateur, a été essentiel. Nous nous sommes complétés parfaitement. Nos forces et nos faiblesses s'équilibrent. Et au-delà de Tarek, nous avons recruté des personnes extraordinaires, des ingénieurs brillants, des experts en conformité, des spécialistes en finance, des designers, des marketeurs. Chacun a apporté quelque chose d'unique à Kalshi. Construire une entreprise, ce n'est pas un acte solitaire. C'est un effort collectif. C'est une équipe de personnes qui croient en la même vision et qui travaillent ensemble pour la réaliser. Et j'ai eu la chance d'attirer des talents incroyables qui ont cru en notre mission. Il y a des jours où tout va bien, où nous célébrons des victoires, où nous voyons notre impact grandir. Mais il y a aussi des jours difficiles, des jours où des problèmes techniques surviennent, des jours où des régulateurs posent des questions difficiles, des jours où des compétiteurs lancent de nouveaux produits. Des jours où je doute, où je me demande si nous prenons les bonnes décisions. Mais c'est dans ces moments difficiles que l'équipe montre sa vraie valeur. Nous nous soutenons mutuellement. Nous résolvons les problèmes ensemble. Nous nous rappelons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et nous continuons. Une des choses les plus gratifiantes de mon travail, ce sont les histoires que j'entends de nos utilisateurs. Des gens qui nous écrivent pour nous dire comment Kalshi les a aidés. Un agriculteur qui a utilisé nos marchés météorologiques pour protéger sa récolte. Un entrepreneur qui a utilisé nos marchés économiques pour planifier son expansion. Un étudiant qui a gagné de l'argent en tradant intelligemment et qui a pu payer une partie de ses études. Ces histoires me rappellent que ce que nous faisons a un impact réel sur des vies réelles. Ce n'est pas juste de la théorie économique abstraite. C'est concret, c'est tangible. Et c'est pour ça que je me bats chaque jour. Je pense aussi beaucoup à ma responsabilité en tant que jeune femme latino-américaine
qui a réussi dans le monde de la tech et de la finance. Deux industries dominées par les hommes et souvent par les hommes blancs américains. Je sais que ma présence là-bas est importante. Je sais que je représente quelque chose pour beaucoup de gens. Et je prends cette responsabilité très au sérieux. J'essaie d'être visible. J'essaie de partager mon histoire. J'essaie d'encourager d'autres jeunes femmes, d'autres personnes de couleur, d'autres immigrants à poursuivre leurs rêves. Parce que si je peux le faire, ils peuvent le faire aussi. La diversité n'est pas juste une question de justice sociale. C'est aussi une question d'innovation. Les meilleures idées viennent quand des personnes avec des perspectives différentes, des expériences différentes, des parcours différents travaillent ensemble. Si tout le monde pense de la même façon, si tout le monde vient du même milieu, alors nous aurons toujours les mêmes idées. Kelshi n'aurait pas existé si j'avais pas eu mon parcours unique. Mon expérience de danseuse m'a donné la discipline. Mon éducation brésilienne m'a donné une perspective différente sur l'accès et la démocratie. Mon expérience d'immigrante m'a donné la résilience et l'adaptabilité. Tout ça s'est combiné pour créer la personne que je suis aujourd'hui. Alors, quand je parle aux jeunes, je leur dis « N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Ne cachez pas vos différences. Embrassez-les. Vos différences sont votre force. Votre parcours unique est votre avantage compétitif. Utilisez-le. » Et je veux dire quelque chose d'important aux jeunes Brésiliens en particulier. Ne pensez pas que vous devez quitter le Brésil pour réussir. Oui, je suis parti. Oui, j'ai étudié aux États-Unis. Oui, ma compagnie est basée à New York. Mais le Brésil sera toujours mon pays. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai appris mes valeurs. C'est là que mes racines sont plantées. Et il y a tellement d'opportunités au Brésil. Tellement de problèmes à résoudre. Tellement d'innovations à créer. Le Brésil a besoin de ses talents. Le Brésil a besoin de ses entrepreneurs, de ses scientifiques, de ses leaders. Alors si vous pouvez construire quelque chose là-bas, faites-le. Le pays a besoin de vous. Mais si, comme moi, vous sentez que votre chemin vous mène ailleurs, n'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de poursuivre vos rêves, où qu'ils vous mènent. Le monde est grand. Les opportunités sont infinies. Et vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez toujours contribuer à votre pays d'origine, même de loin. Voilà mon histoire. De Joinville à la liste des milliardaires. Du Bolchoï au MIT. Des Zapatillas aux salles de marché. C'est une histoire improbable, je sais. Une histoire que personne n'aurait pu prédire, même sur Kalshi. Mais c'est aussi une histoire qui montre que tout est possible, que les rêves ne sont pas réservés aux privilégiés, que le talent et le travail acharné peuvent briser toutes les barrières, que peu importe d'où vous venez, si vous avez une vision claire et la détermination de la poursuivre, vous pouvez changer le monde. Kalshi est ma contribution au monde. C'est mon héritage. C'est la preuve que je suis passé par ici et que j'ai laissé quelque chose de significatif. Nous avons créé un nouveau marché. Nous avons créé un nouveau paradigme. Nous avons créé un nouveau moyen pour l'humanité de négocier avec le futur. Et le futur, justement, c'est ce qui m'excite le plus. Parce que nous ne faisons que commencer. Il y a tellement plus à construire, tellement plus à innover, tellement plus de personnes à servir. Chaque jour, je me réveille excitée par les possibilités. Qu'allons-nous créer aujourd'hui? Quels problèmes allons-nous résoudre? Quelle vie allons-nous améliorer? C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas juste construire une entreprise. C'est construire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui dure, quelque chose dont vous pouvez être fiers. Alors, à tous ceux qui écoutent cette histoire, à tous ceux qui rêvent de faire quelque chose de grand, je dis, allez-y. Poursuivez vos rêves. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Ayez une vision. Travaillez dur. Soyez disciplinés. Soyez résilients. Apprenez de vos échecs. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Et surtout, croyez en vous-même. Parce que si une petite fille de Joinville, Santa Catarina, qui passait ses journées à danser et ses nuits à résoudre des équations mathématiques, a pu créer une entreprise qui change le monde et devenir milliardaire avant 30 ans, alors vous pouvez faire n'importe quoi. Le futur n'est pas écrit, le futur n'est pas un mystère.
Le futur est un marché, et c'est à nous de décider ce que nous allons y construire. Merci de m'avoir écouté. C'est mon histoire, c'est mon parcours, c'est ma vie, et je suis juste au début.